Nous, notre verticale, c'est que de l'immobilier. On n'a pas envie de s'attaquer à un autre sujet. Donc généralement, on voit les autres plateformes que tu as citées peuvent être assez généralistes. Et Homunity, on a investi plus de 800 millions d'euros dans plus de 500 projets. Donc... Est-ce que vous avez un peu Gontran Bonheur, la personne qui a investi dans 10, 15 projets de crowdfunding immobilier et tout s'est super bien passé, donc forcément il est ravi? Oui, on a des investisseurs où ils ont 60 lignes, tout a été remboursé en temps et en heure, donc c'est le portefeuille parfait. Nous, on a beaucoup plus été promotion immobilière et c'est peut-être une teinte qui a amené mon associé Arnaud Devergy où il est fils de promoteur immobilier et c'est un cycle où on est encore dedans, où c'est un cycle où il y a plein d'opportunités mais il y a des difficultés et c'est à nous de les accompagner. Et c'est là où c'est important, c'est que toucher du 10, 11 ou 12% sans risque, ça n'existe pas. C'est sûr. Par contre, des hypothèques de premier rang, faut pas se leurrer, c'est pas notre job, sauf s'il n'y a pas de banque. Mais s'il n'y a pas de banque sur un dossier, pour nous, c'est généralement un warning. Effectivement, si on a plusieurs cautions, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent, quoi. On a envie d'être là encore dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Là, on est dans entretien cash. Je pense que ça a été peut-être une de mes questions les plus cash. Ça, c'était, je me souviens, l'un de mes premiers souvenirs douloureux dans ma vie d'entrepreneur où je me suis dit, là, on est vraiment mal embarqué. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Quentin Romé, cofondateur ou fondateur d'ailleurs d'Homunity, une plateforme d'investissement immobilier avec notamment du crowdfunding immobilier, un sujet que j'aime bien, mais vous verrez qu'il ne propose pas que ça. Bonjour Quentin. Bonjour Adrien. Alors, juste pour petit rappel Quentin, dans Entretien Cash, nous l'objectif c'est de passer en revue un placement ou une plateforme d'investissement avec son dirigeant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te poser toutes les questions qui me viennent un peu par la tête et que j'ai préparées pour, dans l'optique qu'à la fin, ceux qui nous écoutent puissent se dire, finalement se faire leur propre avis et se dire, ok, investir à la community, ça me semble être une bonne idée, ça va correspondre à mon profil, à mon projet financier, patrimonial, ou à l'inverse, non, c'est pas du tout fait pour moi, et puis ou peut-être plus tard, quoi. Parfait. Peut-être pour dire aussi aux gens qui vont nous écouter, à la fin de la vidéo, on aura une petite offre qu'on a mis en place avec Homunity, un cashback de 2% pour les 100 premières personnes qui réaliseront leur premier investissement chez Homunity après avoir regardé ces vidéos. On vous en reparlera un petit peu à la fin, mais commençons d'abord par les questions et voir un peu ce que propose Homunity. Allez, c'est parti. Alors, première question de base, est-ce que tu peux nous expliquer justement sur quel produit Homunity s'est créé et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux investisseurs? Justement, tu disais dans la présentation fondateur ou cofondateur. Donc la bonne réponse c'est cofondateur. Donc j'ai créé Homunity avec Arnaud Devergy et Charles Thétaux en 2014, à la fin de mes études. Donc il y a maintenant bientôt 10 ans. Et ce qui est assez intéressant, parce que tu l'as rencontré il n'y a pas longtemps, initialement on faisait de l'investissement locatif à plusieurs. Donc de 2014 à fin 2015, on proposait à des particuliers de se grouper pour investir ensemble dans l'immobilier. On n'a pas eu notre agrément sur cette thématique-là, donc du 1er janvier 2016 jusqu'à quasiment fin 2021, on est devenu spécialiste dans le financement des fonds propres de promoteurs immobiliers et de marchands de biens. On s'est hissé depuis quelques années dans le top 2 ou top 3 des acteurs qui sont le plus actifs sur cette thématique-là. Et donc notre métier, qui a été vraiment historique pendant 7 ou 8 ans d'affilée, c'était accompagner les promoteurs immobiliers principalement, qui faisaient du résidentiel dans le développement d'opérations de promotion immobilière. Et donc on a proposé à des investisseurs particuliers de se grouper pour investir dans ces opérations et toucher un pourcentage de la marge de ces projets qu'on a financés. Et puis pendant le Covid, on a décidé de se développer en ne proposant pas que du crowdfunding immobilier, mais du coup de l'investissement locatif dans le neuf et dans l'ancien, distribuer des SCPI, on a développé notre contrat d'assurance vie à prépondérance immobilière. Et la vision qu'on a pour Homunity de manière très humble, c'est de pouvoir permettre à un particulier de développer son patrimoine immobilier au sens large sur une même plateforme, donc de retrouver la bonne offre pour investir dans l'immobilier chez nous. Ok, très bien. Tu as évoqué donc beaucoup effectivement le financement de promoteurs immobiliers. Moi, j'ai en tête que souvent, sur pas mal de plateformes de crowdfunding que je suis, on va plutôt, en tout cas chez certaines, plutôt des opérations de marchand de biens. Est-ce que justement, pour toi, c'est un des facteurs différenciants d'Homunity sur le marché des plateformes de crowdfunding immobilier et même de manière générale, quels sont un peu les éléments qui vous différencient des autres, quoi? Alors, c'est très vrai, généralement dans l'univers du crowdfunding immobilier où c'est un marché qui est en train de se consolider, mais à son apogée, il y a quasiment eu 35 plateformes. Elles avaient majoritairement des opérations de marchand de biens sur leur site. Nous, on a beaucoup plus été promotion immobilière et c'est peut-être une teinte qui a amené mon associé Arnaud Devergy, où il est fils de promoteur immobilier.
lui-même dirige aujourd'hui une société qui s'appelle Pierre Promotion. Et donc nous, depuis le début, on a accompagné 180 opérateurs. Et à 80%, c'était des opérations de promotion immobilière et donc des promoteurs immobiliers derrière. Et les 20% restants, effectivement, ça pouvait être des marchands de biens ou des foncières. Mais historiquement, pareil, on a commencé en région Rhône-Alpes et Île-de-France qui étaient les plus actives. Mais on a tout de suite rencontré beaucoup de promoteurs immobiliers, de PME, de TI, jusqu'à des groupes cotés en bourse qu'on a eu l'opportunité d'accompagner. Et pareil, sur le monde de la promotion immobilière, tu retrouves beaucoup de résidentiels, tu retrouves du tertiaire avec du bureau, de la logistique, des commerces. Et nous, historiquement, on s'est tourné vers le résidentiel, encore une fois dû à l'atteinte immobilière de mon associé historique. Ok. Donc finalement une offre qui dépend finalement pas mal un peu de l'historique et du profil qu'il y a dans l'équipe, quoi. Puis c'est un petit monde. Une fois qu'on a accompagné le premier opérateur et ça s'est bien passé, il nous recommande à quelqu'un de son réseau. Et en fait, ça fait assez vite boule de neige. Et pareil, c'est quelque chose qui peut être assez lisible. Et on a développé une vraie expertise en interne pour analyser ces opérations. Donc société créée en 2014, ses premières opérations c'était fin 2015. On est en 2025. Donc c'est l'avantage aussi d'être spécialiste sur cette thématique. C'est que tu apprends également en marchant. On s'est entouré d'un conseil externe au début pour nos premières opérations. Mais assez vite, quand tu analyses 200, 300, 400, 500 opérations par an, tu as un vrai savoir-faire qui est développé en interne. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer dans cette voie-là sur cette thématique de crowdfunding immobilier et de promotion immobilière. Ok. Quand même, vous êtes créé en 2014, mais on va dire dans les années qui venaient, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de plateformes qui ont émergé. Pour en citer quelques-unes qu'on a regardées chez Financero, il y a Anaxago, Clubfunding, Risers, Baltis, WeSeed, puisqu'il y a aussi des acteurs qui historiquement faisaient du crowd equity, qui sont mis à faire de plus en plus d'immobilier, parce que c'était un peu la tendance qui était porteuse fin des années 2010. Finalement, et en plus, aujourd'hui, quand on voit qu'il y a eu quand même quelques difficultés sur des projets en 2021-2022, avec des plateformes qui potentiellement vont se consolider ou autres, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui, selon toi, fait la force d'Homunity peut-être par rapport à d'autres, et aussi en quoi ce que vous proposez du coup est différent? Alors, c'est un petit écosystème au final, et donc tu évoquais Anaxago, Clubfunding, donc Joachim Dupont qui dirige Anaxago ou David Perronin qui dirige Clubfunding, c'est des personnes qu'on côtoie depuis maintenant 10 ans. On a beaucoup aussi d'admiration pour ce qu'ils ont réussi à créer et leur développement. On a eu des clients communs, des investisseurs communs, on a essayé de développer des projets ensemble. Donc nous, évidemment, ils sont concurrents, mais c'est aussi plus ils développent le secteur, mieux c'est pour nous également, mieux ils se portent, mieux on se porte, etc. Donc on leur souhaite beaucoup de succès et vice-versa. On pense qu'on a bien réussi tous ensemble à démocratiser le secteur. On a eu nos différenciations. Pareil, tu l'évoquais très bien, Anaxago initialement a commencé par les startups et le fait toujours de mémoire. Puis ensuite, ils ont attaqué l'univers du financement de fonds propres d'opérateurs immobiliers. Puis ils ont développé leur propre fonds immobilier. Donc c'est une trajectoire que Homunity n'a pas pris aussi parce que on a un actionnaire qui a racheté notre société, donc un actionnaire qui s'appelle Tikeo Capital qui nous a racheté en janvier 2019. Donc notre parcours en fait assez vite a été différent aussi d'une plateforme donc comme Clubfunding, Anaxago, WeSeed que tu évoquais. On s'est dit voilà, nous notre verticale c'est que de l'immobilier. On n'a pas envie de s'attaquer à un autre sujet. Donc généralement on voit les autres plateformes que tu as citées peuvent être assez généralistes. Et sur l'immobilier, on est principalement dans l'univers de la promotion immobilière, ce qui est sur le financement d'opérations. Et après, sur la panoplie en architecture ouverte, donc c'est pas nous qui allons créer les autres produits. On n'a pas créé notre propre SCPI, on n'a pas créé, on n'est pas un assureur à part entière. L'investissement locatif, c'est pas des lots que nous allons produire. Donc on se dit, on va aller chercher les meilleurs acteurs sur le marché pour avoir les meilleurs produits sur notre plateforme. Et tant mieux si c'est en architecture ouverte, parce qu'au moins on a plus de choix. Et on le voit aujourd'hui, on a 140 000 utilisateurs sur Homunity et les profils de nos investisseurs sont tellement différents les uns des autres qu'on a besoin d'aller chercher des produits ailleurs. Et encore une fois, notre but, c'est d'avoir la bonne offre au bon endroit, d'avoir un alignement d'intérêt assez fort. Généralement, si on y croit, c'est qu'on a été investisseur à titre personnel aussi dans ces produits. Et on le voit quand on crée sa boîte, de toute façon, les premiers investisseurs sont ses parents, frères et sœurs, amis, grands-parents, etc. Et vu qu'ils sont satisfaits, ça continue dans la durée.
Et donc tout ce qu'on a créé pour nous ou pour notre entourage, c'était de le mettre à disposition d'investisseurs. Et c'est ça qui fait notre force. On a un fort alignement d'intérêts, comme je le disais. Notre actionnaire Tikehau Capital a monté 2 fonds, Tikehau Community Fund 1 et Tikehau Community Fund 2. Au total, c'est quasiment 80 millions d'euros. À chaque fois, il a été investisseur avec son bilan dans ces fonds. Et quand on parle, souvent, c'est d'alignement d'intérêts. C'est extrêmement fort d'en être arrivé à ces montants-là où c'est des dizaines de millions d'euros qui ont été investis parce qu'on y croyait et on y croit toujours dans nos stratégies qu'on développe au quotidien. Ok. Tu as évoqué le fait qu'effectivement le crowdfunding immobilier c'est quand même pas mal démocratisé et c'est vrai qu'on les années 2020, 2021, 2022, il y a quand même des collectes n'ont cessé de croître et on le voit quand même sur les projets, justement, liés au marché de l'immobilier de manière générale, forcément les prix n'arrêtaient pas de grimper. Et donc là, il y a eu, avec la baisse des taux en 2022, un petit retournement. Et donc, nous on le voit par exemple, on vient de lancer le forum de Financero et on a justement des premiers commentaires qui arrivent, qu'on avait déjà un peu sur nos articles, justement qui remettent en cause le crowdfunding immobilier en se disant « Oh là là, mais j'ai des défauts ». Comme je dis souvent, voilà, il y a un investissement, il y a des cycles, et après, il faut pouvoir être dans la durée. Pour traverser cette partie-là, il y a quand même un mécanisme qui devait protéger aussi, qui sont les garanties qui sont mises en face des projets. Il y a pas forcément les mêmes politiques en termes de garanties qui sont appliquées par les différentes plateformes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est votre politique côté Homunity sur les garanties qui ont été mises en place peut-être depuis le début, mais d'ailleurs aussi, est-ce qu'il y a eu un changement de politique après 2022-2023 avec un secteur un peu différent, quoi. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, c'est là où pour bien comprendre ce produit du crowdfunding immobilier dont on parle, pour l'investisseur, c'est un placement court terme, 18-24 mois. Généralement, le ticket d'entrée, c'est 1 000 euros. Et le rendement oscille selon les opérations entre 8 et 11 ou 12%. Et c'est là où c'est important, c'est que toucher du 10, 11 ou 12% sans risque, ça n'existe pas. C'est sûr. Donc ça, il faut en être conscient. Et l'investisseur qui, historiquement, s'est dit j'investis en 2016, tout se passe bien, 2017, 2018, 2019, et qui se disait mais ce placement est aussi sécurisé que mon livret A, on n'arrêtait pas de lui rappeler à longueur de journée, il existe un risque de perte partielle ou totale du montant investi, ainsi qu'un risque des liquidités, et donc diversifier vos placements. Et donc, une personne qui est étonnée que le projet soit en retard ou qu'il y ait un défaut, c'est qu'elle a voulu croire à un investissement qui n'existait pas, et en tout cas qui n'est pas le nôtre, qu'on n'a jamais proposé sur notre plateforme. Et pareil, encore une fois, dans cette diversification, il ne faut pas faire que de l'immobilier, il ne faut pas faire que du crowdfunding immobilier, et le placement miracle n'existe pas. Donc, on le voit, on a eu, et pareil, au Homunity, on a investi plus de 800 millions d'euros dans plus de 500 projets, donc on connaît bien notre sujet. On a eu plus de 250 opérations sorties positivement en capital, plus 100% des intérêts, donc 100% du capital, 100% des intérêts. Donc c'est super positif pour nos investisseurs. On en a plein qui continuent de courir. Et il y a quasiment une anomalie aussi dans le cycle Covid, où on a eu un certain nombre de retards, mais tout a été remboursé positivement. Donc, on a un track record qui est excellent. Et là, on vit depuis maintenant, je dirais, avec le début de la guerre en Ukraine 2022, un cycle de l'immobilier qui, pour l'univers des marchands de biens, des promoteurs immobiliers, des SCPI, des notaires, des agents immobiliers, sont compliqués. Et c'est un cycle où on est encore dedans, où c'est un cycle où il y a plein d'opportunités, mais il y a des difficultés. Et c'est à nous de les accompagner. Dans les garanties qu'on va proposer à nos investisseurs, pour être très clair, quand on a ce niveau de rendement, on n'est pas en premier rang, parce que généralement, il y a une banque. Nous, on est derrière. Donc, on intervient au niveau d'une opération donnée. Nous, on l'audite. On a quasiment 80 points d'audit sur cette opération. On va s'assurer que le permis de construire est purgé de tout recours, qu'il y a une banque qui accompagne le dossier, qu'il y a généralement moins de 40% de pré-commercialisation, que techniquement, c'est cohérent, donc les coûts travaux, que la marge est cohérente, enfin, tout un tas de sujets. Et donc, on va dire à l'opérateur, on vous accompagne sur cette opération donnée et on va prendre en caution solidaire la maison mère de l'opérateur. Donc, la maison mère de l'opérateur immobilier, généralement, c'est l'entreprise en tant que telle qui détient les salariés et il y a des sociétés civiles en dessous. Donc, nous, c'est cette caution solidaire qu'on prend majoritairement. Si jamais le projet dégage une marge négative et qu'en plus, le promoteur fait faillite, là, il y a un vrai risque de perte partielle ou totale du montant investi pour l'investisseur. Par contre, si le projet est bénéficiaire, notre investisseur doit sortir.
Et si le projet est déficitaire, mais que l'opérateur est en capacité de rembourser les investisseurs, pareil, il doit sortir positivement. Par contre, des hypothèques de premier rang, faut pas se leurrer, c'est pas notre job. Sauf s'il n'y a pas de banque, mais s'il n'y a pas de banque sur un dossier, pour nous, c'est généralement un warning, c'est-à-dire que l'opérateur n'a pas réussi à se financer auprès d'une banque, donc on n'a généralement pas vocation à l'accompagner. Et après, il peut y avoir parfois des cautions personnelles, mais il faut bien analyser le patrimoine de l'opérateur en tant que tel, et s'assurer aussi qu'il n'a pas donné sa caution à 250 personnes différentes, parce que si c'est pour dire, bah voilà, moi j'ai la caution personnelle d'Adrien, mais toi tu l'as déjà donné à 6 établissements bancaires et 45 autres personnes, bon, bah je vais peut-être être arrivé en rang numéro 36, mais si je t'ai prêté 1 million d'euros, ça n'a pas grand intérêt. Et puis si c'est le marché immobilier qui se retourne de manière générale, à ce moment-là, c'est plusieurs opérations qui peuvent avoir du plomb dans l'aile. Et effectivement, si on a plusieurs cautions, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent, quoi. Tout simplement. Et notre job aussi en tant que plateforme, c'est d'accompagner l'opérateur dans la durée. Donc on le voit bien, là on est dans un marché qui est en train de se retourner, mais plutôt positivement, où il y a des ventes qui reviennent, il y a des opérations qui sortent positivement. Nous de les accompagner aussi pour que tout le monde soit gagnant. Nos investisseurs, les opérateurs et nous, Omunity, en tant que qualité de suivi dans la durée. Et donc, ce que tu expliquais, vous, la plupart du temps, généralement sur les projets, donc il y a un financement bancaire, donc forcément, s'il y a un problème, c'est la banque, en tout cas, qui récupère le maximum d'argent, et vous récupérez ce qui reste, et avec, si nécessaire, une activation de la caution solidaire, quoi. Exactement. Ok. Très bien. Une petite question qui me trotte dans la tête et je voulais pouvoir parler à un acteur du marché du crowdfunding immobilier pour la poser. Il y a des personnes, encore une fois, souvent on voit sur les forums, sur les sites internet, des personnes, c'est quand il y a un problème, qui se mettent à critiquer et en fait on se rend compte que par exemple, il y en a, ils ont effectivement investi dans 4 projets de crowdfunding immobilier, mais tout en 2021 et en plus les 4 projets qui ont l'air de s'être plantés. Je me demandais si, vous, dans l'univers, le nombre d'investisseurs que vous avez, d'ailleurs, tu pourras peut-être dire combien vous en avez chez Omunity, est-ce que vous avez un peu Gontran Bonheur, la personne qui a investi dans 10, 15 projets de crowdfunding immobilier et tout s'est super bien passé, donc forcément il est ravi, et à l'inverse, un peu des Donald, celui qui a pas de chance il tombe que sur des paumes. Et donc, forcément, il est mécontent, mais d'un autre côté, il y a une partie aussi parfois un petit peu d'aléatoire possible. Alors, c'est une bonne question et on connaît bien nos investisseurs et pareil, on en a quasiment 40 000 d'actifs, donc ça nous fait quand même une base très hétérogène. Il n'y en a pas qui ont un portefeuille diversifié, qui se retrouvent dans la situation que tu évoques, avoir que des projets en défaut. Ça n'existe pas et tant mieux, c'est juste un exercice de statistique. Par contre, oui, tu pourras avoir l'équivalent du chat noir, celui qui a fait un projet, qui a investi une fois, je dis n'importe quoi, 1 000 euros, et qui se retrouve sur un promoteur en difficulté, qui va être en redressement ou liquidation, et donc lui, il pourra se dire, c'est 100% de perte, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup. Notre ticket d'entrée, il est de 1 000 euros, mais par contre, le montant qu'il faut investir, il faut se constituer un petit portefeuille diversifié, et essayer à minima d'avoir une dizaine de lignes. Et pareil, la personne, oui, on a des investisseurs où ils ont 60 lignes, tout a été remboursé en temps et en heure, donc c'est le portefeuille parfait, ils sont hyper satisfaits. Et pour la petite anecdote, mais ça c'est un hasard, on a un investisseur qui avait mis un gros montant sur une opération, c'était un peu plus de 300 000 euros, je m'en souviens bien, C'était plutôt au début de l'aventure Omunity. Son opération a été remboursée hors retard, mais du coup, nous, les intérêts continuent de courir et on avait augmenté le taux d'intérêt. On était passé de 10 à 13%. Et donc lui, c'est pareil, quand je vois les stats de nos portefeuilles qui ont les meilleurs rendements, c'est lui qui arrive en première position parce que lui, 100% de son portefeuille lui a rapporté 13% et à l'époque, on finançait qu'entre 7 et 10. Donc lui, on le connaît très bien en l'occurrence, ça nous fait sourire de se dire c'est l'investisseur qui a la meilleure perte sur Omunity, mais c'est pas un bon exemple non plus parce que historiquement, il a investi qu'une fois. Il n'a pas réinvesti sur cette typologie de produit, il a réinvesti avec nous sur d'autres actifs, donc tant mieux, mais il a eu un rendement de 13%, chose qu'on ne proposait pas à l'époque. Ok, c'est rigolo. Là, on a parlé un peu des investisseurs qui ont de la chance, moins de chance. Est-ce que peut-être maintenant, si on se focalise plutôt sur le côté projet, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que tu as peut-être un projet emblématique dont tu es particulièrement fier, qui a été
porté par Homunity, et de l'autre côté, peut-être un projet où finalement ça révélait être un échec, tu t'y attendais pas forcément, ou voilà, un dossier peut-être un peu plus douloureux qui reste en tête, quoi. Alors, je vais commencer par le négatif et on finira sur le positif. Je pense dans les projets négatifs qu'on a pu avoir, c'est une opération qu'on a financée en Isère, opération de marchand de biens en principe assez simple, où donc c'est plutôt la petite frange des opérations qu'on fait et pas notre première expertise à l'époque. Ça nous semblait très simple, fallait découper un immeuble, des appartements, il y en avait 5 ou 6 et c'était pour vendre 12 biens. Et en cours de route, l'opérateur immobilier a fait faillite. Il n'avait même pas réglé sa facture Homunity d'honoraires. Et nous, on s'est retrouvés avec le projet en se disant, bon, ça commence mal, il ne nous a pas payé nos honoraires, il n'a pas fait ses travaux et on n'a pas remboursé nos investisseurs. Et à l'époque, on a été bien conseillé par nos conseils juridiques, donc on a payé une société qui faisait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner l'opérateur sur la fin de l'opération. On est allé directement chez le notaire récupérer les flux des cessions pour rembourser nos investisseurs et finalement on s'en est sorti. Mais à l'époque, je me disais c'est pas possible de se retrouver sur un sujet où l'opérateur part hyper tôt dans l'aventure alors que c'est tellement simple que c'était parti pour marcher. Donc ça, c'était, je me souviens, l'un de mes premiers souvenirs douloureux dans ma vie d'entrepreneur où je me suis dit là, on est vraiment mal embarqué sur un sujet. Et après, dans les projets positifs qui me laissent un bon souvenir, je pense que c'était peut-être l'une de pareil, nos toutes premières opérations à Courchevel, une opération de surélévation. Donc c'est un bâtiment qui avait été acheté, qui faisait 6 étages, et il y avait un étage avec des appartements magnifiques qui avaient été rajoutés en hauteur. On avait suivi de très près le projet, on avait été invité au gigot bitume. Je pense que les personnes qui ne sont pas du monde du bâtiment ne connaissent pas forcément ça. Mais donc c'est un gigot qui est cuit dans le bitume avec tout le chantier. Et je pense que c'était notre 5e ou 6e opération avec Homunity, dans un endroit magnifique, avec une opération très margée, un bon taux investisseur. Et on se disait, bah voilà, ça marche, c'est une belle aventure humaine pour tout le monde et une belle aventure financière pour les investisseurs. Okay. Et après, vu qu'il y en a eu 500 de financés, il y a eu plein de beaux projets en France. Tu évoquais l'Isère et Courchevel. Moi, c'est marrant, là, je dois avoir à peu près 9 000 € de projets en cours chez Homunity, mais j'en ai aussi sur d'autres plateformes. Et de manière générale, j'ai jamais trop mis de tickets sur tout ce qui est montagne. J'ai ce petit a priori en disant le ski c'est bientôt fini, c'est pas le truc sur lequel il faut miser, sauf que malheureusement pour moi, les chiffres montrent plutôt que ça continue à bien fonctionner par certains endroits. Mais voilà, c'est des projets sur lesquels j'ai jamais trop franchi le pas. Et j'imagine que tu n'as pas dû avoir non plus trop de projets dans Paris intramuros, parce que quand on voit le nombre de projets immobiliers neufs qui sont développés dans Paris, il y en a assez peu. Il y a quelques opérations de marchand de biens évidemment, mais il s'avère en fait que la promotion immobilière se développe plus en province ou dans les grandes villes de province où on voit Courchevel, Megève, Méribel, Val d'Isère. Les prix immobiliers sont très élevés, les marges sont assez élevées et c'est un secteur qui a traversé la crise immobilière de manière assez incroyable. Ouais, va peut-être falloir que je m'y mette un jour. T'évoquais, on parlait justement succès, échec. La personne qui a eu beaucoup de chance en investissant sur un projet. Toi, est-ce que tu as quelques conseils à donner justement pour maximiser un peu le couple rendement-risque quand on fait du crowdfunding immobilier chez Homunity ou de manière générale? Le premier, je pense, meilleur des conseils, c'est comprenez ce dans quoi vous investissez. Tu connais bien l'histoire du crowdfunding immobilier, mais il y a une époque où les collectes, donc on mettait en amont les dossiers à disposition, mais les collectes se faisaient en 1 minute 30. Les investisseurs, j'espère vivement pour eux qu'ils avaient bien pris connaissance du dossier détaillé en amont, et nous on en appelait certains qui mettaient des tickets, mais il y avait des personnes qui regardaient à peine le dossier détaillé. Et pour moi c'est une hérésie d'investir dans un truc où on ne s'intéresse même pas au sous-jacent. Donc ça, c'est la base, j'ai envie de dire, pour tout investisseur, mais que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Le deuxième, c'est la notion de diversification.
Pareil, si on reprend l'investisseur que j'évoquais tout à l'heure et qui a eu un super rendement, mais c'est tellement risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est sûr. Donc, si toi, tu as 9 000 euros chez nous, j'espère que tu as fait 4, 5, 6, 7 projets différents. Oui, je te rassure, Bon, c'est le cas. Sur 9 000 euros, à mon avis, ça doit être ouais, réparti en 4 projets, je crois. c'est très bien. Et moi, je dis souvent pareil, on a beaucoup d'investisseurs qui vont mettre 10 000 euros chez nous. Ça leur coûte pas 1 euro de plus de diversifier sur 10 projets que d'en faire un tout seul. Par contre, oui, ça prend un peu plus de temps, il faut s'intéresser. Et ensuite, dans cette notion de diversification, quelqu'un qui mettrait 10 000 euros chez nous va faire que des promoteurs différents, idéalement dans des régions différentes et sur des typologies d'actifs différents. Donc tu n'aimes pas trop la montagne, mais je t'invite à faire un projet à la montagne, faire un projet je dis n'importe quoi, de logistique, entrepôt, c'est de la diversification par rapport à du logement. Faire une opération de marchand de biens dans Paris intramuros, c'est de la diversification par rapport à un immeuble basé à Bayonne ou Biarritz pour éventuellement des appartements en résidence secondaire. Enfin, d'aller diversifier pour se dire, quand il y a un retournement, en fait, généralement, c'est pas tout qui explose en même temps. On l'a vu avec, par exemple, certaines SCPI, celles qui font 100% bureau, que du bureau en deuxième ou troisième couronne, c'est très compliqué. Par contre, celles qui sont diversifiées ou l'investisseur qui avait une SCPI bureau, une SCPI logistique, une SCPI résidentielle ou autre, s'en tire beaucoup mieux. Nous, c'est exactement la même approche. Diversifier, prenez le temps de diversifier. Après, sur le rendement, ça ne sert à rien d'aller chercher que les projets à 11 ou 12% parce que ce sont les plus risqués. Donc, avoir des projets à 9%, 10%, 11%, c'est aussi cohérent. Et moi, ce que je fais à titre personnel aussi, c'est sur les durées, vu que j'essaye d'avoir des flux qui reviennent tout le temps et de réinvestir pour lisser au maximum les cycles. Et je fais ça depuis maintenant quasiment 8 ans. J'avais pas investi les 2 premières années parce que j'avais tout mis dans Omnity, dans le capital, mais ensuite, une fois qu'on a commencé à se rémunérer, j'ai investi. C'est de me dire, je vais prendre des opérations qui font 12 mois, d'autres 24 mois, d'autres 36 mois. Et comme ça me lisse les flux et ça me permet de lisser aussi les cycles. Ok, non, c'est vrai que sur la diversification géographique et en termes de projets, peut y avoir, je pense, un côté un peu antagoniste avec le fait que parfois sur le crowdfunding, mais là je parle du crowdfunding de manière générale même, je trouve qu'il y a le côté où justement, moi j'aime bien regarder le projet, voir s'il me parle, quelle va être un peu la stratégie si j'y crois. Et on pourrait avoir le biais effectivement de se dire ok, j'investis que dans un coin que je connais, par exemple, je sais pas, j'habite à Paris, je vais me dire, ah là là, j'ai des projets dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement, c'est génial. Et finalement, c'est vrai que si jamais il y a un problème spécifique lié à Paris, je risquerais de me faire avoir. Et donc, oui, il vaut mieux faire plusieurs géographies, oui, plusieurs typologies d'actifs, quoi. T'as tout à fait raison. Et il y a des exemples très concrets d'investisseurs. On va faire une opération à Anglette entre Bayonne et Biarritz. La personne se rend sur place, se dit « Ah, l'emplacement est extraordinaire. Dans l'immobilier, on parle que de emplacement. Du coup, je voulais mettre 50 000 euros, je vais tout mettre là-dessus. » Notre devoir, en tout cas, c'est de l'éclairer sur le fait de lui dire « Certes, c'est un bon emplacement, mais si pour X raison, il s'avère que le coût technique explose, que le prix au mètre carré s'effondre à Anglette pour diverses raisons et que l'opération met 2 ans de plus à sortir parce qu'il y a des sociétés sur le chantier qui vont faire faillite, oui, l'emplacement sera génial, mais la rentabilité de l'opération ne sera pas au rendez-vous. Donc, vous adorez ce projet, mettez 5 000 euros dessus et les 45 000 euros, regardez d'autres zones, encore une fois, d'autres opérateurs et comme ça, vous aurez un portefeuille où vous dormirez sereinement si jamais cette opération d'Anglette met plus de temps. Et tu évoquais certains risques et moi je crois que j'avais déjà entendu parler sur un projet de crowdfunding et je pense que c'est typiquement le genre de choses que les investisseurs ne l'ont certainement pas en tête. C'est qu'en fait un projet d'immobilier ou même sur une entreprise financée en crowdfunding, voilà, ça reste une entreprise portée par des hommes, des dirigeants et je crois que j'ai déjà vu comme ça un projet. En fait, le fondateur a eu un gros problème personnel. Je crois que c'était limite en partie en dépression ou des problèmes avec sa famille. Ou imaginons genre un gros souci de santé type cancer ou autre. Voilà, en fait, si le dirigeant qui porte beaucoup du projet a un gros problème, forcément, il y a un risque de retard, il y a un risque sur le projet, un risque d'exécution.
Alors voilà, on oublie, je trouve, parfois le fait que il y a un côté humain et en fait, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Ça fait un peu partie de mais tu as évidemment raison, mais dans nos critères d'analyse, on regarde à ce que tout ne repose pas sur une seule personne, que ça soit une vraie société à part entière, mais ce que tu évoques peut être encore plus vrai à l'échelon du dessous, donc c'est-à-dire que la structure, l'opérateur se porte bien, mais si sur son chantier, il y a 3 sociétés qui font faillite en même temps parce que le secteur de l'immobilier va mal, bah, au lieu de livrer le 1er janvier 2026, le temps de retrouver les sociétés, de faire son appel d'offres, de reprendre le chantier, ça sera livré avec 2, 3, 4 mois de retard. Et ça, c'est inhérent à l'immobilier de toute façon. Et je pense que beaucoup de personnes ont déjà fait des travaux chez eux ou ont construit une maison, etc. On vous dit jamais on va vous livrer le 31 mars à midi 00. Non, on vous dit bah voilà, ça va être livraison au fin du premier trimestre ou courant du deuxième trimestre. Et ça, on essaye de sensibiliser les gens là-dessus. On n'est pas comme un livret A où on se dit je rentre au moment que je souhaite et je sors quand je souhaite. Non, là c'est illiquide et on suit le projet de très près. Ok. T'évoquais aussi les SCPI que vous distribuez. Moi, ce que je vois beaucoup, puisque c'est également un secteur que je suis chez Financero, évidemment beaucoup de SCPI qui investissent de plus en plus en Europe. Et justement, côté crowdfunding, quand il y a l'agrément qui a été un peu revu pour avoir l'agrément PSFP et justement d'une dimension européenne, moi, c'est quelque chose où je me dis toujours, justement, tiens, les SCPI, ils ont l'air de tout aller vers, je sais pas, aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni, en disant, tiens, il y a des affaires à faire. Et finalement, sur les plateformes de crowdfunding immobilier, pour l'instant, j'ai pas trop vu ça. Éventuellement, j'ai vu des destinations un peu plus exotiques, comme des projets à La Réunion, des projets en Corse. Donc voilà, qui sortent un petit peu de la France pure métropolitaine. Mais j'ai rarement vu une plateforme de crowdfunding immobilier se dire ok, maintenant nous on va investir en Allemagne parce qu'il y a une opportunité de dingue. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, que vous avez dans un coin de votre tête? Est-ce qu'il y a des raisons qui font qu'en fait ces marchés seraient finalement pas si intéressants que ça pour le crowdfunding immobilier alors que ça l'est pour les SCPI? Très bonne question. Par rapport à l'univers des SCPI, ce qui est assez différent, c'est la maturité du marché en tant que tel. Donc le monde des SCPI a démarré en 1980, enfin aux alentours des années 80. Et aujourd'hui, on se retrouve, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais quasiment avec 220 SCPI qui existent. Et si elles n'étaient que sur le marché français, je pense que le marché français serait un peu trop petit pour elles, pour déployer toute cette épargne collectée. Nous, l'univers de cette partie crowdfunding immobilier, donc le premier statut de CIP, conseiller en investissement participatif, ça date de octobre 2014. Donc c'est 10 ans versus 45 ans de l'autre côté. Ouais. Et nous, on le voit en tout cas au Munity, on regarde l'international et c'est pas exclu qu'on y aille, mais il y a une telle profondeur de marché en France et tellement peu d'acteurs au final et tellement d'opérateurs qu'on rencontre tout juste ou qu'on découvre, qu'on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France. Et pareil, je te disais le nombre d'investisseurs qu'on a. Donc on est très content, 40 000 investisseurs, il n'y a pas une infinité de plateformes qui ont tant d'investisseurs, mais par rapport à notre cible, on pourrait avoir des centaines de milliers d'investisseurs sur notre plateforme, mais il faut qu'on apprenne à se faire encore plus connaître, à encore être plus médiatisé, à mettre en avant nos produits, tout un tas de sujets. Donc nous, on se dit, soyons bons en France, soyons forts en France, on connaît très bien les sous-jacents dans lesquels investir, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et le jour où je pense que ce marché sera un peu saturé, et là on le voit en plus, il y a de la consolidation entre les plateformes de crowdfunding immobilier en tant que telles, on ira à l'international, mais aujourd'hui c'est un peu tôt en tout cas pour la taille du marché et l'historique. Ok, non, je comprends. Et puis effectivement, je crois que les SCPI, aujourd'hui, on est à quasiment 100 milliards sous gestion. J'ai plus exactement en tête les montants investis en crowdfunding immobilier, mais qui en plus d'ailleurs sortent au fur et à mesure, sont en plus remboursés alors que les SCPI sont gardés en moyenne une vingtaine d'années. Donc l'univers du crowdfunding immobilier, tu dois être à 3 milliards versus les 100, c'est pas les mêmes tailles de marché aujourd'hui. Et encore une fois, il y a tellement à faire en France que je doute pas que l'Espagne soit un marché intéressant, l'Allemagne aussi, l'Italie, il y a également des opportunités à regarder. Mais dans la maturité du marché ou la maturité d'une société comme la nôtre, c'est pas d'actualité tout de suite. Ok.
Comme tu l'as évoqué, on va sortir un peu du 100% crowdfunding immobilier. Tu as évoqué crowdfunding immo, mais vous faites aussi donc investissement locatif en direct et SCPI. Est-ce que tu peux dire justement un peu ta vision sur ces trois types d'investissements? Finalement, pour toi, à quel type de projet financier ça correspond, à quel type de profil? Et petite question aussi d'ailleurs, est-ce que tu vois un intérêt à faire les trois? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez justement des profils chez vous qui font les trois et ça répond à une certaine logique, quoi? Alors, je vais te partager une petite anecdote qui m'a longtemps, en tout cas, interrogé. C'est que Hominity, on a levé des fonds en 2015. Donc, on a fait une toute petite levée de fonds en 2015. Et à l'époque, on faisait donc de l'investissement locatif à plusieurs. Et l'une des personnes qui a participé à cette levée de fonds est rentrée à notre capital. Et quand on a switché de modèle, donc fin 2015, début 2016, pour financer les fonds propres de promoteurs immobiliers, elle n'a pas réinvesti dans cette classe d'actifs en nous disant, bah voilà, pour moi, c'est trop risqué à mon niveau. Je trouve que le produit est trop risqué et c'est aussi un peu trop court terme, en tout cas dans mes attentes. Et ça nous a toujours interrogé en se disant, bah, elle est convaincue par le modèle parce qu'elle est rentrée à notre capital, elle apprécie ce qu'on fait, elle avait investi dans nos premiers produits et là, elle ne réinvestit pas. Et donc, on s'est toujours dit, bah, faudra qu'on développe d'autres produits parce que si c'est son cas, c'était une femme qui était tout juste retraitée et qui avait dû mettre quasiment 40 000 euros sur la plateforme à l'époque, donc c'était quand même un montant significatif. On se disait, il y a sûrement ce type de profil ailleurs et on va aller les chercher et pour leur proposer le bon produit. Donc on s'était dit, on additionnera les produits au fur et à mesure sur la plateforme pour répondre à différentes typologies de profils. Donc moi je suis convaincu que le crowdfunding immobilier c'est bien pour quelqu'un, bah, déjà c'est une quote-part limitée de son patrimoine. Généralement on dit entre 5 et 10% selon le profil maximum de son patrimoine. C'est un placement risqué évidemment, mais avec un rendement assez élevé en face. C'est hors IFI, c'est à la flat tax, donc des personnes qui sont à l'IFI apprécient ce genre de placement. Et tu vas avoir à l'opposé des personnes qui veulent prendre moins de risques, qui veulent avoir un investissement clé en main. Donc ils vont se dire, bah, je vais me diriger typiquement vers de la SCPI. Et là, il y a différentes typologies de SCPI. Il y a des nouvelles SCPI en plus qui se créent, qui délivrent des performances hyper attractives. Et donc, faut aller les chercher. C'est de la bonne diversification. Et une fois qu'une personne a fait pas mal de SCPI, parfois elle va nous dire, bah, maintenant, j'ai envie de faire de l'effet de levier. Donc, aller chercher un crédit pour me constituer mon portefeuille d'investissement locatif. Et j'ai envie d'acheter 1, 2, 3 appartements avec des bonnes rentas. Mais par contre, quand je me balade sur ce loger, je ne trouve pas forcément les bons biens. Et c'est là où nous, avec notre réseau, ce qui est dit de off-market, donc le marché un peu caché où l'accès est privilégié, on y a accès et donc on leur propose ces investissements. Et donc, dans les clients, en tout cas, on parle beaucoup de diversification, mais quelqu'un qui a déjà fait dans son patrimoine, j'exagère, mais 10% de crowdfunding immobilier, on va lui dire, bah, c'est bon, vous êtes déjà assez exposé au crowdfunding immobilier. Est-ce que vous avez fait de la SCPI? Si vous n'en avez pas fait, ça peut être une bonne diversification pour vous. Et d'autres personnes qui nous disent, bah voilà, moi je vais acheter un bien, je vais le réhabiliter, le rénover, le mettre en location. Bah, on a les bons partenaires pour lui proposer les bons biens. Pareil, comme quelqu'un qui dit, moi j'ai envie d'acheter une queue de programme des côtés, on va lui trouver, ou les 5 parkings restants d'une opération des côtés. Bah, on a accès grâce à notre réseau de 180 opérateurs, donc on ne s'en prive pas. C'est d'ailleurs... Tu as donné ta petite histoire, moi j'ai la mienne aussi. Il se trouve que ma grand-mère cherchait un complément de revenu pour sa retraite. Et c'était, je crois, typiquement au moment où vous commenciez à proposer des SCPI. Et autant, jamais de la vie, j'aurais conseillé à ma grand-mère, pour un complément de revenu, d'aller se porter vers du crowdfunding immobilier, sachant qu'en plus elle voulait investir, je crois, quelque chose comme 60 000 euros qu'elle avait récupéré de la vente de parking. En revanche, je me suis dit, tiens, il va y avoir des conseillers Hominity qui peuvent lui proposer des SCPI, ça va correspondre. Et du coup, effectivement, on est passé par un conseiller qui, en plus, a une bonne idée voilà, de suggérer de le faire en une propriété et tout, et avec une bonne diversification. On a mis en tout cas sur 2 SCPI. Et voilà, le fait est que ça fait 2-3 ans et elle est ravie d'avoir ce complément de revenu qui tombe tous les trimestres. Mais voilà, encore une fois, ça lui correspondait effectivement, alors que le crowdfunding immobilier aurait été, je pense, plutôt une erreur par rapport à ce qu'elle cherchait à faire. Je ne savais pas que ta grand-mère était cliente chez nous, mais du coup, ravi. Mais dans ce que tu dis,
évidemment, ça aurait été une erreur parce que c'est un complément de revenu et c'est peut-être une période de sa vie où on a envie de prendre moins de risques, en tout cas sur ce type de montant. Et pareil, acheter de la SCPI, c'est pertinent, mais après, il faut s'intéresser à la situation de la personne. Est-ce que c'est en pleine propriété ou est-ce qu'on fait un montage un peu différent? Et je réinsiste sur ce côté diversification. Tant qu'à faire, oui, une SCPI, c'est diversifié. Il y a des actifs, il y a beaucoup d'actifs différents dans une même SCPI, mais autant aller chercher 2 sociétés ou 3 sociétés de gestion différentes sur des thématiques différentes. Comme ça, quand le cycle immobilier devient plus dur, encore une fois, on est diversifié. Et moi, à titre personnel, j'ai fait 6 SCPI différentes. Okay. Alors que j'aurais pu me dire, je mets tout dans Hiroko que tu as interviewé ou Sophie Dynamique qui appartient au groupe Tikeo qui nous a racheté, où je connais bien les personnages et je suis en confiance. Mais je me dis, même si c'est des bons gestionnaires et que j'ai totalement confiance dans leur stratégie, en termes de diversification, j'ai envie d'être exposé à beaucoup d'actifs différents. Et donc, je suis allé chercher 6 SCPI différentes, sur des thématiques différentes, sur des zones géographiques différentes. Et j'ai commencé cette diversification il y a maintenant 6 ans. Et je suis super content parce que ça traverse les cycles. Quand en tout cas les cycles changent, je me dis que je suis diversifié, donc je dors sereinement. Alors que c'est vrai qu'on pourrait se dire que les SCPI, surtout en plus pour des gros véhicules, il y a déjà parfois une centaine d'actifs au moins dans la SCPI, donc ça fait quand même déjà un bon degré de diversification, mais effectivement... Si on a le temps de le faire et la possibilité, oui, je pense qu'on... Mais si c'est sans actifs et que c'est que du bureau en deuxième couronne parisienne, on voit que ça a beaucoup souffert. Donc... Là, je parlais plus sans actifs pour une SCPI qui a une stratégie plutôt diversifiée. Mais effectivement, plus on diversifie, généralement, plus on a ce couple rendement-risque qui reste le mieux équilibré possible, quoi. Là, on est dans entretien cash. Je pense que ça va être peut-être une de mes questions les plus cash. Il y a ces trois produits, crowdfunding IMO, investissement locatif en direct et SCPI. J'imagine que les niveaux de frais sont différents, mais aussi peut-être le niveau de marge que vous faites sur ces 3 produits. Finalement, comment est-ce qu'on arrive, comment vous gérez vos équipes aussi de conseillers pour pas se retrouver en fait à vendre le produit le plus margé pour vous et qui va correspondre le mieux, on va dire, à la santé économique de Minity, mais plutôt à l'intérêt de l'investisseur. Alors, c'est une excellente question parce que c'est un grand débat dans l'univers des conseillers en gestion de patrimoine. Nous, ce qu'on a décidé déjà au niveau de Minity et au niveau des conseillers, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés selon la typologie de produit. Pour que justement, nous, on n'est pas en train de leur dire va vendre tel produit qui a le plus de frais parce que c'est plus rentable pour Minity. En fait, qu'ils vendent le produit le moins margé ou le plus margé, ça rentre dans son objectif global de collecte et c'est un objectif global qui est donné. Donc ça, c'est un point qui est super important pour nous. Le deuxième, j'ai envie de dire, c'est la projection de la société et de Minity. On a eu la chance d'être rentable très rapidement. Donc, on a levé des fonds fin 2015. Notre seul exercice déficitaire qu'on a eu, parce qu'on était pile poil à l'équilibre au début, on avait très peu de charges et très peu de revenus. Mais notre exercice déficitaire, du coup, c'est 2016 et 2017, on est rentable à nouveau. Donc, nous, on s'est toujours dit... notre but, c'est d'apporter une vraie plus-value et un vrai service aux clients. Et si jamais on doit faire des années avec moins de collecte et moins de profitabilité pour la société, c'est pas un sujet parce qu'on a fait en sorte que notre société soit viable dans la durée. Et on peut le voir avec le crowdfunding immobilier. Il y a eu beaucoup moins d'opérations en 2023-2024. Du coup, on a déployé entre 30 et 50% de fonds en moins par rapport à ces années-là. Donc, on était systématiquement en croissance. Et quand le cycle a ralenti, on s'est dit, nous aussi, on va ralentir nos déploiements pour que la qualité soit en face. Et tout ça pour dire qu'une fois que tu as une société rentable, en fait, ta volonté, c'est d'apporter une vraie plus-value au client et de l'accompagner dans la durée, que ça soit un ambassadeur et qu'il revienne au fur et à mesure des années. Et que si Minity fait une année déficitaire, 2 années déficitaires ou avec moins de collecte, ça ne changera pas notre vie. Nous, on a envie d'être là encore dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, bien accompagnés. Donc, on peut donner des chiffres. Le crowdfunding immobilier, généralement, se rémunère entre 4,5 et 5% du montant collecté. Okay. Les SCPI, avec frais ou sans frais, c'est des modèles assez différents. Mais avec frais, on va nous rémunérer entre 4 et 6% du montant initial investi. Et celles sans frais, généralement entre 0,5 et 1% de l'encours annuel. Okay. L'investissement locatif, on va être payé comme un agent immobilier.
Donc j'ai envie de dire, c'est généralement 4 ou 5% de la transaction. Donc on voit que globalement, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Ouais. Mais j'ai envie de dire, si encore plus ta grand-mère, son profil fait qu'elle doit aller sur des SCPI et surtout pas du crowdfunding immobilier, ça ne nous viendra jamais à l'esprit de nous dire « Ah là, on gagne 0,5% en plus, donc on va faire un mauvais conseil ». Nous, on préfère que la personne soit contente et on le voit quand elle est satisfaite et que c'est cohérent par rapport à son profil, elle réinvestit au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Donc après, chacun construit sa boîte comme il l'entend, et je pense que pareil, aujourd'hui, Homunity, c'est une petite structure en termes de collaborateurs. On est une trentaine de collaborateurs, on est une trentaine de collaborateurs au bout de 10 ans. Donc tout ça pour dire que si on était passé de 0 à 100 en 2 ans, on aurait eu un sujet de cash, de faire beaucoup de chiffre d'affaires. Mais au bout de 2 ans, on était 5, au bout de 4 ans, on était une douzaine. Et donc, on a toujours été hyper serein sur notre masse salariale, sur le chiffre d'affaires généré, sur la rentabilité de la société. Et encore plus, maintenant, on a la chance d'avoir un actionnaire très solide à nos côtés. Donc, notre sujet, c'est de bien faire notre boulot et bien accompagner nos investisseurs. Alors, ça fait une bonne transition avec ma prochaine question. Justement, tu évoquais votre actionnaire, donc Tikehau Capital. Bon, voilà, moi je suis un peu l'actualité économique financière, donc ça me parle un petit peu. Pour moi, je crois que c'est Antoine Flammarion parmi les dirigeants, etc. Mais est-ce que tu peux peut-être réexpliquer aux gens qui nous écoutent qui est Tikehau Capital? Parce que bon, je pense que ça parle pas forcément à tout le monde. Et peut-être nous dire justement qu'est-ce que ça a comme impact pour Homunity en positif, mais peut-être aussi en négatif. Il y a peut-être aussi quelques contraintes qui vont avec. Alors, Tikehau Capital, pour commencer par le début, c'est une société qui a été créée par Antoine Flammarion et Mathieu Chabran en 2004. Donc, elle a fêté ses 20 ans l'année dernière pendant l'exercice 2024. C'est une société de gestion. Donc, leur métier, c'est de gérer l'argent d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs privés. Donc, c'est une société, c'est l'un des leaders européens sur ce positionnement. Ils ont 50 milliards d'euros sous gestion. Donc, réussite assez incroyable pour une aventure entrepreneuriale lancée il y a maintenant 20 ans. C'est une société qui est cotée en bourse, donc qui s'est cotée il y a maintenant 6 ans. Et leur expertise, c'est vraiment l'investissement et la gestion de l'épargne, donc être capable d'investir dans différentes stratégies. Donc, dans l'univers du private equity, dans l'univers des real assets, donc des actifs réels. Donc, généralement, on parle d'immobilier ou d'infrastructure. De faire de la dette privée, donc c'est d'aller prêter de l'argent à des sociétés qui vont être notées de différentes manières, donc des grades très positifs ou des notes un peu moins élevées, et également de faire stratégie liquide, donc d'accompagner des investisseurs sur les marchés cotés. Cette société donc, a racheté Homunity à 100% en janvier 2019 et nous a racheté parce qu'on abordait une classe d'actifs qui les intéressait, c'était l'immobilier. Ils venaient de racheter avant Sofidy en 2018. Donc Sofidy, c'est une société de gestion qui a différentes SCPI, c'est 10 milliards d'euros sous gestion aujourd'hui. Et ce qui est intéressé aussi, c'était notre manière de collecter des fonds à travers des particuliers sur la plateforme. C'est une super belle boîte d'entrepreneurs et l'un des meilleurs exemples que je puisse donner, c'est que avec mon associé Pierre-Yves Appert, on s'est associé avec Tikehau et on a recruté une équipe pour lancer un nouveau projet qui s'appelle Opal Capital et qui démocratise l'accès à l'univers du private equity, donc du non-coté. Donc c'est une plateforme où les gens peuvent investir. Le ticket d'entrée est assez élevé aujourd'hui, c'est 100 000 euros, mais historiquement c'était quasiment une dizaine de millions d'euros. Et les rendements cibles, on est entre des TRI de 15 à 25 points. Donc c'est hyper intéressant. Et ça, on a réussi à le créer parce que Tikehau, avec un ADN, un savoir-faire complémentaire au nôtre, et donc on a lancé cette boîte. Et on reste très indépendant dans cette manière de pouvoir développer cette société, mais avec un appui hyper fort de vrais connaisseurs. Donc pour moi, j'ai envie de dire, les points négatifs, il y en a très peu aujourd'hui, mais sinon je ne serais pas là en train de te parler dans le cadre de... C'est assez rare aussi un entrepreneur qui se fait racheter en 2019 et qui est toujours à la tête de sa boîte en 2025. Généralement, il y a plutôt une clause de 2-3 ans de rester pour tenir la baraque et après, on voit souvent la personne partir. Exactement. Et moi, je me suis mis assez vite d'accord avec Antoine Flammarion où j'avais une clause d'1 an où je devais rester. Si ça se passait bien, j'avais dit que je resterais. Si on ne s'entendait pas, je serais parti. Mais le fait est que être racheté par des entrepreneurs, c'est déjà très différent. Et encore plus, pouvoir continuer d'entreprendre, de développer des produits. Puis dans l'histoire d'Homunity, quand on a été racheté, on faisait que du crowdfunding immobilier.
Et aujourd'hui, c'est plus du tout la même boîte. On s'est bien diversifié. Et Opal Capital, c'est un bon exemple. C'était un projet, une idée qu'on a évoqué avec Antoine Flammarion en 2021. On a développé notre équipe en 2022. Ça a été live en 2023. Et maintenant, c'est une vraie boîte à part entière qui vient de passer les 300 millions d'euros collectés sur sa plateforme. Donc, c'est et c'est avec des entrepreneurs qu'on peut faire ça. Ouais, souvent, on a un peu ces exemples de grands groupes qui rachètent une start-up et qui finalement font ça pour innover, mais tuent un peu le bébé dans l'œuf. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt, eux, réussi à vous intégrer et finalement à garder pour vous cet esprit de créer des nouveaux projets. Donc, ils ont plutôt pas mal géré de ce point de vue-là, on dirait. C'est toute la différence, je pense, quand tu te fais racheter par une boîte qui n'est pas forcément gérée par les fondateurs historiques, où c'est un grand groupe de 50, 100 000 personnes, où ça peut être très politique. Là, l'immense avantage, c'est qu'on a été racheté par une boîte d'entrepreneurs qui sont toujours à la barre de leur société et qui ils le prônent à longueur de journée. On veut être entrepreneur, on veut être des pionniers, on veut être différenciant. Donc, on s'est bien retrouvé sur l'ADN aussi. Ok. On va bientôt arriver vers les questions finales, qui pour nous sont un peu des questions rituelles. Et donc, tu l'as déjà évoqué pendant les 2 premières années, tu as surtout mis de l'argent dans la société Homunity avant de pouvoir investir un peu dans tes projets. Nous, l'alignement d'intérêts, on trouve ça très fort et le fait de voir quelqu'un qui croit dans ses projets au point d'y confier son patrimoine. Si tu peux te dire un petit peu dans quel projet chez Homunity tu as investi, un peu à quelle hauteur, comment tu t'interagis, on va dire, avec ce que vous proposez comme produit, quoi. En fait, déjà l'immobilier, forcément, c'est au-delà d'un métier, c'est un peu une passion parce que c'est super agréable de pouvoir choisir la boîte qu'on va lancer, dans quel secteur. En plus, quand on a lancé Homunity, c'était pour répondre à notre besoin de se dire, après avoir fait une césure, on a quelques milliers d'euros d'investir, on a envie de le mettre dans l'immobilier, donc on a envie de grouper des gens pour investir ensemble. Donc dès qu'on a pu, on a investi. Et c'est très vrai, hein, les premiers investisseurs, c'est vraiment notre famille ou notre cercle numéro 1, évidemment. Moi, Homunity, pour répondre de manière assez concrète à ta question, en crowdfunding immobilier, j'ai dû faire une 50aine de lignes et généralement, je mets à peu près 20 000 euros. Donc ça donne un ordre d'idée du montant que j'investis. Mais les 50 lignes, je fais systématiquement des promoteurs différents. J'ai quasiment pas dans mon portefeuille 2 fois des opérations d'un même opérateur parce qu'encore une fois je me dis c'est diversification du risque au maximum. Et des SCPI, on en a référencé une quinzaine sur la plateforme, mais pareil et je continue de les additionner, mais j'en ai fait en cash et à effet de levier, mais je suis positionné sur plus de 5 SCPI aujourd'hui. Je regarde de très près les nouvelles SCPI qui se lancent, soit par des nouveaux acteurs, soit par des sociétés de gestion historiques. On a fait plein de choses. On a un fonds euro qui est assez dynamique, qui est boosté, donc j'en ai profité parce que avoir un fonds euro rémunéré quasiment 4,5, pareil, j'ai mis tout ce qui était sur mon compte courant qui n'était pas rémunéré. Donc moi, j'ai fait tous les produits d'Homunity, mais parce que ça fait aussi 11 ans que je suis là, et l'investissement locatif, on l'a beaucoup développé avec Arnaud Devergy, mon associé historique, où on a acheté pas mal d'appartements et des immeubles résidentiels pour, pareil, avoir de la diversification et du rendement. Et je trouve que tant qu'on n'expérimente pas ses propres produits en tant que client, de toute façon, l'expérience est un peu différente. Et après, c'est aussi assez rassurant. On n'est pas trop sûr de nous, mais j'ai une grande confiance dans nos équipes, une immense confiance dans mon associé actuel, Pierre-Yves Appert. Donc je me dis que tous les produits qu'on construit, je suis assez à l'aise pour aller dessus et je me dis pas non, ça c'est trop risqué, c'est pour d'autres types de clients. Je me dis je mets mes ronds et je suis content de vivre l'expérience à part entière. Ouais, puis c'est vrai que ce que tu évoquais, le fonds boosté à 4,5%, on a aussi sur Finance Euro, on compare les meilleurs fonds euros et globalement, je pense qu'on y est. Puisqu'il y a par exemple aussi le fonds euro de Quorum qui atteint un peu ses sommets, mais voilà, c'est un peu comme les SCPI, il y a les nouveaux fonds euros qui ont pu investir avec des taux obligataires relativement hauts qui s'en sortent quand même très bien. Et après les SCPI que tu évoquais, effectivement, moi j'ai mis à jour mon classement là il y a pas très longtemps. On voit qu'il y a encore pas mal de SCPI qui se sont créés en 2023, encore en 2024. Je les ai pas encore intégrés parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'historique.
Mais on voit les acteurs comme Sophie Dynamique que tu évoquais, pour moi, ils sont arrivés directement dans le top 10 parce que moins de frais que ce qu'on avait l'habitude de voir, une très bonne performance à ce stade. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai qu'il y a plutôt une belle dynamique sur le marché, quoi. Puis toi, tu es un bon exemple, mais c'est le cas aussi de d'autres partenaires. Généralement, nos partenaires commencent par investir chez nous avant de nous référencer. Et toi, c'est le cas, et je connais pas les autres investissements que tu as fait, mais tes clients chez Omnity, tes clients, à mon avis, de tout un tas de produits. Et si en fait on est dans cet univers-là, mais on ne teste pas ses propres produits, c'est un non-sens, évidemment. C'est compliqué de bien en parler et de bien le gérer. Exactement. On a beaucoup parlé d'immobilier. Comme tu l'as dit, quand même, la diversification, c'est important. Donc, peut-être nous dire, est-ce que tu as, en dehors de l'IMO, c'est quoi un peu peut-être ton placement préféré actuellement ou celui que tu rêverais de faire dans les mois ou années à venir, sur lequel tu n'as pas encore franchi le pas, quoi? Je vais pas parler d'immobilier, mais il y a un sujet que j'ai pas mal regardé dans l'immobilier et pas encore fait, c'est achat de résidence secondaire à plusieurs, à la fois pour en profiter et pour en louer. On parlait de la montagne ou bord de mer, ça c'est un sujet que j'aimerais bien regarder. Il y a des plateformes qui se sont lancées là-dessus, mais je ne sais pas si tu les as interviewés encore. J'ai rencontré des personnes de Harmony Homes, par exemple, et donc c'est peut-être un sujet que je vais commencer à regarder un petit peu. Ouais. Non, donc ça, mais bon, c'est toujours immobilier. Non, sur l'un des sujets que j'aime beaucoup, c'est regarder les pépites françaises et les fleurons français cotés en bourse et que j'intègre dans mon PEA, et ça sur du long terme. Et après, c'était plutôt c'est pas rendre la monnaie, mais en tout cas, j'étais très reconnaissant des business angels qu'on a eu au début qui nous ont permis de faire en sorte que Community voit le jour. Et donc, j'ai investi en direct dans une douzaine de startups et je continue à investir. Je fais rouler mon portefeuille aussi, investir dedans. Et ça, je trouve ça génial parce que on accompagne généralement plus ou moins jeunes, mais en tout cas des entrepreneurs qui se lancent. Et on vit l'aventure et l'excitation par procuration. Et après, pareil, ça pour le coup, c'est très risqué. Je pense qu'avec Arnaud Devergy, quand on s'est dit qu'on constituait notre portefeuille, on s'est dit il y aura potentiellement au moins 50% de casse, mais les multiples qu'on va faire sur les autres permettront que ça soit rentable. Et là, on le voit, les premières sorties, on a eu la chance de faire x10 ou x12, mais on est convaincu qu'il y a des x0 qui arrivent, 100% de perte du capital, mais on en est conscient. Mais ça, c'est un vrai plaisir de faire ces investissements en start-up. C'est hyper gratifiant et l'aventure est cool à suivre. C'est vrai que moi, je fais un peu d'investissement en start-up via Anaxago, comme tu l'évoquais. C'est vrai qu'il le rappelle, faut investir un peu comme un fonds de venture capital. Et donc, la logique, c'est un peu ce que tu évoques, c'est que tu dis, il va peut-être y avoir 50% de casse, 20-30% où ça va juste vivoter. Et puis après, ce qu'on espère, c'est d'avoir 20% peut-être, ou un super multiple. Et c'est ça qui va faire que ça tient la route, quoi. Mais effectivement, c'est assez excitant. Surtout, effectivement, si c'est des startups françaises qui, moi, est un peu mon petit dada aussi de rester focus sur la France. Écoute, merci beaucoup, Quentin, de t'être prêté à cet exercice d'entretien cash. C'était vraiment un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Comme je l'ai dit en début d'émission, on a une petite offre pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le cap avec Community, comme moi ou ma grand-mère. Et donc, ça serait on a un cashback de 2% sur les premiers investissements réalisés avec Community jusqu'à 10 000 euros investis. Donc, ça peut vous donner quand même jusqu'à 200 euros offerts. Donc, c'est quand même un beau cadeau pour sécuriser une partie déjà aussi de la rentabilité de votre investissement. Et puis, justement, comme ça, tester peut-être un nouveau type de placement pour vous. La marche à suivre, on le remettra en description de la vidéo. Donc, c'est d'envoyer un mail à paul@omnity.fr en mettant en objet vidéo Omnity fois Financero. Et à ce moment-là, les gens sauront que vous venez. Et donc, c'est réservé aux 100 premières personnes. Donc, n'hésitez pas si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez un petit peu d'argent à faire fructifier de côté. Alors, pour cette vidéo aussi, évidemment, mettez un petit like. Ça nous aidera à pouvoir déployer cet épisode sur Omnity. On a quand même abordé, je trouve, pas mal de sujets. Si quand même, parmi les sujets qu'on a abordés, il restait quelques questions, des points que vous voulez creuser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
j'y répondrai de mon côté. Peut-être aussi s'il y a des Avec personnes de plaisir. Unity qui checkent ça. Dites-nous comme ça si ça vous a donné envie d'investir sur cet épisode, s'il y avait vous avez des suggestions sur la façon de faire, des questions que vous aimeriez voir arriver de manière plus systématique dans ce type d'épisode. Pensez également à vous abonner pour recevoir justement les prochains épisodes d'entretien cash qu'on va tourner. Il y en a encore en réserve. Et évidemment, n'hésitez pas à consulter le site financero.fr pour consulter tous nos guides comparatifs et articles. Et venez poser vos questions sur notre tout nouveau forum. C'est un bon moyen d'échanger qu'on vient de mettre en place et on a hâte de vous y voir. À bientôt. Merci Adrien, à bientôt.